Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, désolé, on a un petit peu débordé, mais c'était passionnant avec Caroline Fourest, mais vous serez tout aussi passionnant pour commenter cette actualité. Aujourd'hui, Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Bravo, bonjour. Voilà, bonjour, vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions de l'Archipel. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, c'est une agence de communication. Vous avez également cofondé l'agence Cogiteur et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour à vous. Et Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Vous êtes également spécialiste en communication politique. Bonjour. Voilà, Macron, l'écolo, vraie priorité budgétaire. On a mis un point d'interrogation. Le RN qui évoque les maires au foyer et qui provoque la polémique. On pourra en dire un mot. Conditionner le RSA, on l'avait déjà évoqué, mais on pourra en reparler puisque c'est plus que jamais d'actualité. Le couvre-feu numérique et puis pas de voile pour les athlètes françaises au JO. Tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va peut-être commencer avec vous, Michael. Justement, c'est dans la continuité de l'interview du président de la République. Oui, effectivement, moi j'ai mis l'accent sur le fait qu'il faudrait, puisqu'on est dans les moments de sobriété, de transition, il faudrait arrêter les interviews TGV présidentielles où, au fond, en 35 minutes, on a assisté à un discours de politique générale qui au fond a été obligé de faire généralement de la politique, c'est-à-dire que les grandes lignes les grands chapitres étaient évoqués. Les journalistes avaient à peine le temps de relancer, voire d'envisager peut-être de faire des relances. Ça a été aussi l'autoroute. Apparemment, il faut aussi arrêter les autoroutes. Donc, il faut arrêter l'autoroute des éléments de langage, donc du coup qui ont pu être fourgués. Et de ce point de vue-là, avec, je dirais, une mise en contretemps totale. Je ne sais pas pourquoi cette interview a été validée ce soir-là. Peut-être. Mais ce serait quand même lui faire beaucoup d'honneur à ce moment-là, pour masquer la défaite au sénatorial de la majorité présidentielle. Ça, j'y crois pas. Non. Mais en revanche, je pense que c'est simplement un rapport à la politique aussi qui est assez aléatoire. Et en fait, on assistait ce soir-là, alors que c'était un peu soi-disant la volonté de remettre en scène de l'autorité présidentielle, on a annoncé des retraites sur le terrain sur deux sujets, sur le Niger, évidemment, le premier le plus symbolique et le plus puissant, mais également sur la méthode d'autorité pour défendre le pouvoir d'achat. La mesure baroque de l'incitation à la vente à perte a été enterrée. Une autre non moins baroque est arrivée, c'est-à-dire qu'on va réunir les industriels pour leur dire attention à vos marges et faites du prix coûtant. On peut déjà envisager la réponse. Oui, bien sûr. Et le soir, justement, où la majorité présidentielle, une fois de plus, montrait sur une élection baromètre très importante des rapports de force sa faiblesse et au fond entérinait la fin du macronisme. Oui, bon, c'est tortueux, comme on dit, c'est clair, net et précis. Mais c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi cette interview. Pas senti un peu gêné, même Emmanuel Macron par moment, Geneviève Götzinger. Je pense que cette interview, c'était uniquement, et vous l'avez suggéré, c'était uniquement pour annoncer le rapatriement de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité à Paris, et le retour des 1500 militaires français du Niger. C'est tout. Donc, entre deux choses, entre la poire et le fromage, Emmanuel Macron annonce ça. Effectivement, vous l'avez dit, il y a besoin de se faire un 20h pour ça. C'est quand même assez grave. C'est quand même une vraie reculade parce qu'Emmanuel Macron était apparu extrêmement allant sur ce sujet, extrêmement déterminé, et il annonce ça en fait 2 jours avant le triste anniversaire qu'on célèbre malheureusement aujourd'hui du 26 juillet, 26 septembre. Ça fait 2 mois que Mohamed Bazoum est kidnappé dans sa résidence. Donc ça fait 2 mois que la tentative de putsch est toujours en cours. Donc Emmanuel Macron continue à être un fidèle soutien du président nigérien. Il y a aucun doute là-dessus. Effectivement, ils se sont parlé. Effectivement, ça a été décidé de concert. Mais
en même temps, il est obligé aujourd'hui de tenir compte d'une forme de réalité et de rappeler les militaires français. Et pour lui, ça apparaît en termes de communication comme quelque chose d'assez catastrophique. Donc, il le noie dans une logorrhée au milieu de plein de sujets et il essaie de le justifier. Notamment, il a parlé de la lâcheté. C'est vrai que Emmanuel Macron tenait bon aussi à rester ferme sur ses positions parce qu'il s'attendait à ce que la CEDEAO déclenche quelque chose et que ça fait 2 mois que la CEDEAO montre ses biceps mais finalement ne déclenche rien. Il y a eu des présidents qui ont eu des discours et des propos sur le plan verbal très très durs, très très déterminés. On va y aller, on tolérera pas ce coup d'état de trop, on va les déloger comme s'il était question de rats. En attendant, les rats sont malheureusement toujours là, même si à mon avis l'histoire n'est pas terminée pour le président nigérian. On pourra en reparler. Moi je trouve que vous lui prêtez une intention peut-être un peu démesurée sur la raison de cette allocution, enfin de cette interview. Si c'est pour noyer cette annonce, bon, on va en reparler dans un instant. C'est l'heure du journal sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Michaël Darmon, journaliste chez i24 News. Vous avez également publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions de l'Archipel. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, et vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur. Et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Et vous êtes spécialisée en communication politique. On va parler des annonces faites par Emmanuel Macron en matière d'écologie. On va parler du RSA. Toujours cette question, faut-il conditionner le RSA à une activité ou en tout cas à des heures de volontariat, enfin volontariat, non, ce ne sera pas du volontariat, mais en tout cas une heure d'activité. Et puis on va parler de ce couvre-feu numérique pour lutter contre le harcèlement. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Continuons notre tour de table, mais je voudrais qu'on continue sur ce que disait Michaël Darmon et sur l'interview présidentielle. Stop aux interviews fleuves dont on ne voit pas bien l'enjeu. Alors, Frédéric Fougera, vous voulez réagir ? Je voulais réagir. D'abord, je suis parfaitement d'accord avec Michaël sur le pourquoi de cette interview. On se pose la question, et qu'est-ce qu'il venait faire là ? Alors, Geneviève a apporté un élément de réponse, mais je reste dans ma naïveté de me poser la question du pourquoi. Je suis aussi d'accord avec Michaël sur le stop aux interviews autoroute, mais ce qui est intéressant, c'est que mon point de vue de communicant est tout à fait opposé à celui du point de vue de journaliste de Michaël. C'est que moi, j'ai plutôt envie de dire stop aux journalistes qui ne laissent pas les politiques finir une seule phrase. J'ai l'impression qu'ils sont coupés, qu'il y a une relance. C'est le président de la République, c'est toute autre politique. Alors, c'est pas tous les journalistes, bien évidemment, il n'y a pas une attaque globale, mais le spectateur a vraiment ce sentiment de ne pas avoir la capacité, la possibilité d'écouter la réponse. Alors, c'est vrai qu'après, le politique, il parle extrêmement vite. Il y en a qui sont ultra formés à justement ne pas laisser un seul temps de pause pour permettre aux journalistes d'enchaîner, mais il y a quand même un équilibre à trouver, et ça, c'est assez insupportable. Je suis pas d'accord avec Michaël sur les éléments de langage. Ah, j'ai eu peur. Pas d'accord sur les éléments de langage. Les éléments de langage, c'est quoi ? Moi, je pense pas qu'il y avait des éléments de langage dans cette interview. Pourquoi ? Parce que les éléments de langage, en fait, c'est un discours coordonné quand plusieurs personnes d'un même mouvement politique s'expriment simultanément sur des antennes ou sur des plateaux télé. Là, c'était pas le cas. Et on peut pas d'un côté critiquer les éléments de langage comme si c'était une communication construite. Oui, la communication, elle est travaillée. Donc ça, enfin, il faut pas se mentir, il faut pas être hypocrite. Et en même temps, critiquer dès que 2 membres d'un même parti politique, ou pire, 2 membres du gouvernement tiennent pas exactement le même discours, et là on va dire quoi dans la communication gouvernementale ils ne disent pas la même chose. Faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, je pense qu'une question qu'on peut se poser, mais Geneviève y a en partie répondu, finalement, à qui s'adressait le président de la République ? Est-ce qu'il s'adressait à tous les Français ? Est-ce qu'il s'adressait aux militaires ? C'est ça peut-être la réponse à laquelle j'aimerais, la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Sur le Niger, Samuel Lafont, vous l'avez compris comment ? Premièrement, on doit se poser la question du tempo, parce qu'effectivement, beaucoup d'analystes, de commentateurs se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron parle à ce moment ? Franchement, on peut encore se poser la question. Sur le fond, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Malheureusement, on a trop souvent des interviews autoroute, et avec vous deux, je suis d'accord avec vous deux. Pourquoi ? Parce que d'une part, on n'a pas le temps d'aller au bout des sujets. Parce que finalement, si on aborde tous les sujets, on ne peut pas aller au fond des sujets à chaque fois.
Et en même temps, effectivement, on est habitué sur beaucoup de plateaux à avoir des journalistes qui coupent systématiquement le politique. Alors, le jeu du politique peut être le suivant. Il peut dire, justement, je veux terminer, je veux aller plus loin. Mais si on compare, on fait une petite comparaison, on revient quelques années, quelques décennies avant. Moi, je vous invite à regarder les premières interviews présentielles, premières interviews télévisées, où en fait, quand le candidat se présentait, il avait, alors là, c'était pas pour une candidature, mais il avait l'opportunité de se présenter largement. Et finalement, on se rend compte qu'on comprenait mieux parfois en une seule interview, un seul passage télévisé, on comprenait mieux, on connaissait mieux la personne qu'aujourd'hui des personnes qu'on voit très régulièrement parce qu'elles n'ont pas le temps de s'exprimer convenablement jusqu'au fond des choses. La question que je me pose, c'est est-ce que avoir des intervieweurs finalement de deux chaînes différentes ne les conduit pas à essayer de se tirer la bourre vulgairement. Moi, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait une compétition entre eux pour poser la meilleure question, interrompre le chef de l'État, etc. La pauvre Anne-Claire Coudray, elle a eu du mal à poser ces questions. Il y a de ça quand même, non, Michael? Non, c'est une ingénierie très compliquée, ce type d'interview. Je pense que le terrain le plus simple, en réalité, c'est la collaboration entre les deux journalistes qui savent parfément que ils vont pas s'opposer. Non, je pense que c'est la difficulté, elle est posée par la personnalité et je dirais la caractéristique de l'élocution d'Emmanuel Macron qui le dit et tout le monde le sait maintenant, a besoin de temps, veut du temps, veut déplier, c'est son terme, ses arguments. Donc il pourrait sur une réponse, comme il faisait dans le grand débat, sur une question faire une réponse d'1 heure sans aucun problème. Ça c'est son sujet. Ça s'appelle la pensée complexe. Voilà, ça c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc du coup, les journalistes, sachant que de toute façon, lui il va jouer sa partie, eux doivent jouer la partie de l'oreillette, du temps des 30 minutes. Le format de 30 minutes a été validé avec l'Élysée parce que c'est une question d'audience entre les deux, pour les deux chaînes et pour l'Élysée. Et donc du coup, on arrive à cette espèce d'équation impossible avec un président qui veut parler longtemps et précisément sur des sujets extrêmement complexes où les Français doivent avoir toutes les informations. Des journalistes à qui on dit dans l'oreillette en permanence on change de sujet. À un moment donné, j'imaginais parfaitement ce qui se passait lorsqu'on passe on termine, je sais pas quelle question très intérieure et tout de suite une des personnes dit une question sur le Niger. Voilà, donc on sentait bien l'oreillette qui avait hurlé sur le thème on avance. Et ça, c'est ça. L'année dernière, il y avait eu 2 émissions sur le service public séparées, une consacrée aux questions intérieures, très longue, c'était avec Caroline Roux, et l'autre consacrée aux questions internationales. Pourquoi ce système n'a-t-il pas été revalidé parce que c'était comme le meilleur que d'avoir cette espèce de fourre-tout où on parle un petit peu de tout avec et ça renseigne sur le problème de cohérence de la réflexion de la communication élyséenne où au lieu de réfléchir à ce qui avait fonctionné, on repart sur des moments un peu pulsionnels, un peu brouillon, quoi, et sans, à la politique de Gribouille, sans réelle réponse non plus. Alors, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est jamais de sa faute. C'est de la faute des patrons qui payent pas assez, c'est de la faute des collectivités. On retiendra. J'adore la bagnole et la phrase de Rocard, parce que à la question à qui parlait-il, il parlait aussi finalement à la gauche en disant souvenez-vous que gens de gauche, que vous avez eu un Premier ministre qui a été dur sur l'immigration. Sauf qu'ils n'ont pas compris. Cette phrase-là, c'était pour confirmer la dureté sur l'immigration. Le député LFI qui a dit que c'était une phrase d'extrême droite. C'était pas cette frange de la gauche qui s'adressait, je pense. Maintenant, oui. Il manquait la deuxième partie de la phrase de Rocard, mais on doit en prendre notre part. La France ne peut accueillir il a fait l'inverse. Il a fait le début. Il a dit on apprend notre part, mais... Il a verrouillé le jeu comme ça. Ça, c'était peut-être de l'élément de langage. Complètement. Alors, petite pause et on continue notre tour de table. On va parler aussi des complémentaires santé, ces seniors en particulier qui bientôt ne pourront plus payer, peut-être ne pourront plus se faire soigner. On va en reparler dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de commenter l'actualité, on tente de se mettre d'accord. Samuel Lafont, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre la requalification et la correctionnalisation des peines. Qu'est-ce que c'est ? La qualification des peines, c'est ce pourquoi un délinquant ou un criminel va être jugé. La correctionnalisation des peines, c'est le fait de transformer un crime en un simple délit. C'est un sujet extrêmement important pour les Français. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui des meurtres. On a parlé de l'affaire Montguillot la semaine dernière.
avec les chauffeurs de bus qui a été tabassé à mort, massacré à Bayonne, qui a pris 13 ans de prison. Les assassins ont pris 13 ans de prison. 13 ans et 15 ans de prison. Il faut savoir que les agresseurs ont été jugés pour violence ayant entraîné la mort sans volonté de la donner, et non pour meurtre. Ce qui diminue évidemment le maximum de peine. Alors, c'est resté un crime. C'est pas passé en tribunal correctionnel. Donc c'était en cour d'assises, mais la peine encourue était vraiment moindre que celle qui aurait été encourue s'ils avaient été jugés pour meurtre. Je donne un autre exemple, c'est celui des viols. Trop souvent, les viols sont requalifiés en agression sexuelle pour que les viols ne passent pas en cour d'assises, mais passent en tribunal correctionnel avec une peine maximale de 10 ans. C'est une insulte qui est faite envers les victimes. Alors, il y a plein d'arguments qui poussent à la correctionnalisation. Souvent, on nous a dit la justice n'a pas assez de moyens. Donc, c'est trop compliqué, les délais sont trop longs pour les cours d'assises, et donc on correctionnalise pour les victimes. La réalité, c'est que le principal dans ces affaires, c'est que les victimes doivent être jugées, doivent voir leurs agresseurs jugés pour ce qu'ils ont fait. Et le problème, quand on a des victimes de viol qui se voient confrontées à des agresseurs qui sont accusés simplement d'agression sexuelle ou d'attouchement, c'est extrêmement grave. Quand on voit des agresseurs qui ont massacré quelqu'un comme Philémon Guillot, à coups de pied dans la tête, et qu'on nous explique qu'ils n'ont pas voulu le tuer, malheureusement, ça se multiplie, ce genre d'affaires, où on voit des tabassages en règle, et on nous explique qu'il n'y a aucune volonté de tuer, donc il n'y a pas de tentative de meurtre. C'est un scandale pour les victimes. Malheureusement, ce genre d'affaires se multiplient. Ça permet aussi, au niveau des statistiques, de cacher certaines choses, de cacher le nombre de viols, de cacher le nombre de meurtres ou tentatives de meurtre. Il faut que ça cesse. Effectivement, il faut davantage de moyens pour la justice, effectivement, pour qu'elle puisse aller plus vite pour les Français. Mais aussi, il faut faire en sorte qu'on arrête avec ces correctionnalisations et requalifications qui sont souvent malvenues. Mais c'est en augmentation. Pourquoi ce coup de gueule aujourd'hui ? C'est parce que ni vous ni moi ne sommes magistrats, donc les qualifications qui sont faites, on peut discuter effectivement sur l'intention ou non de donner la mort quand il y a une bagarre. Alors, le fait est que jusqu'à 2004, les requalifications étaient vraiment illégales. Puisqu'il y a, sans entrer dans le détail juridique, il y a une tripartition des peines entre les contraventions, les délits et les crimes. Et donc, il est normal et juste qu'un criminel soit jugé pour un crime, qu'un délinquant soit jugé pour un délit. Ce qu'on remarque, c'est que ce genre vu que les agressions ont augmenté ces dernières années, et notamment les viols, je parlais des viols à l'instant, eh bien, on a de plus en plus de cas de victimes qui parlent et qui en ont assez, et je mets à leur place, de voir leurs agresseurs simplement condamnés pour agression sexuelle. Ouais. Et donc, il faut dire stop tout de suite, parce qu'il y a effectivement, je le disais à l'instant, un sujet budgétaire. Et donc, il faut demander plus de moyens pour la justice. Il y en a davantage qu'auparavant, mais c'est toujours passé quand on se compare aux autres pays européens. Mais il y a également la parole des victimes à entendre, puisque trop souvent, on a l'impression que l'affaire pénale est une affaire qui est jugée simplement entre les juges, c'est le cas de le dire, et les délinquants ou criminels, mais que la victime n'est pas prise au sérieux, véritablement, que son intérêt premier n'est pas trop écouté, à part quelques dommages d'intérêt par-ci par-là. Et donc, véritablement, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit se pencher pour les années à venir, puisqu'il y a des qualifications et des correctionnalisations qui sont très malvenues. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Le seul point sur lequel je vous arrête, c'est plus de moyens pour la justice. Alors, il faut plus de moyens pour la justice, il faut plus de moyens pour l'école, il faut plus de moyens pour la santé. On est déjà un pays ultra déficitaire. On est un pays hyper pressurisé sur le plan fiscal. Est-ce que c'est plus de moyens ? Est-ce que c'est une réattribution des moyens ? Est-ce que c'est... Je ne suis pas sûre que ce soit plus... Voilà. Je vais vous répondre sur ce point-là. On sait qu'en termes de budget, par rapport à nos partenaires européens, on est en dessous pour la justice. Pour l'école, on sait très bien que, malheureusement, vu les moyens qu'on donne à l'école, on n'a pas les résultats escomptés. Pour la justice, en tout cas, on sait qu'on n'a pas les budgets suffisants, et qu'en plus, malheureusement, puisque l'insécurité augmente dans le pays, pour tout ce qui est côté pénal et même les dommages d'intérêt aux civils, eh bien, on a besoin de plus de magistrats. Et vous qui êtes un responsable politique, donc on prend où pour réattribuer sur la justice ? Alors, je veux dire très simplement, Éric Zemmour en a parlé pendant la campagne présidentielle, l'ensemble de son budget, l'essentiel de son budget, si vous regardez tout le programme, on a le budget qui est très explicite à la fin, consiste à supprimer beaucoup d'allocations, notamment pour les étrangers, et les allocations non contributives, c'est-à-dire tout ce qui est RSA, et d'ailleurs, je fais le lien avec un sujet. On a vu récemment quelqu'un qui expliquait comment on pouvait frauder des allocations. Cette vidéo a fait le buzz, a choqué beaucoup de Français. Quelqu'un qui explique qu'il fraude des allocations handicapées. En plus, des allocations handicapées pour toucher 1 800 € net par mois. Voilà. Et il explique, il se fait payer, il invite les gens à se faire payer pour à le payer par 300 €. Et notamment la lutte contre la fraude. Il y a plein d'allocations non contributives qu'on peut supprimer pour les étrangers. Mais en plus, c'est la lutte contre la fraude. Ouais. Frédéric Fougerat.
C'est un sujet important. Si le principe c'est d'adapter la justice à ses moyens au lieu d'adapter les moyens de la justice à la loi, ça peut paraître inquiétant. Après, la question des moyens, là c'est aux Français de voter pour une majorité qui prendra des décisions politiques. Mais voilà, c'est quand même inquiétant de se dire qu'on adapte la justice à ses moyens. Et c'est surtout difficilement entendable, par exemple, pour une personne violée. Elle, son traumatisme, il est à perpétuité. Donc c'est difficile d'entendre ce genre de discours. Mais hier, on a reçu dans l'émission Média François-Xavier Ménage qui a publié un livre très intéressant qui s'appelle Ça craque. Ce sont ces gens qui bossent au quotidien, qu'on n'entend pas forcément sur les réseaux sociaux et un peu partout. Et c'est cette France de la débrouille aujourd'hui. C'est-à-dire ces maires qui sont obligés de faire pompiste. C'est le cas de ce maire, c'est les petits arrangements au quotidien parce que ça craque de partout et qu'il y a des dysfonctionnements. Moi, je suis interpellée par la SNCF. 6 heures dans un train pour des gens, pour une panne de caténaire, sans information, sans eau. Mais qu'est devenu la France? Ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Oui, c'est le vrai décalage et c'est surtout le décalage qui est perçu entre justement la scénographie, la chronique nationale et on peut comprendre... C'est comme ça qu'on peut comprendre l'agacement auquel on a assisté de pas mal de Français, ou en tout cas de gens qui réagissaient vis-à-vis des séquences au château de Versailles avec le roi, et à chaque fois qu'il y a ce genre de manifestations, parce que eux, ça les renvoie à un quotidien où là, pour le coup, il y a beaucoup moins d'énergie de la puissance publique pour pouvoir organiser quoi que ce soit, et que leur vie est mise de côté. C'est ce qui explique aussi, je dirais, la raison, c'est une des raisons pour lesquelles, au cours de son intervention, et peut-être était-ce aussi une des raisons principales de cette intervention, le président de la République a décidé de revenir aux aides ciblées, aux chèques carburant, parce que c'est un grand traumatisé des Gilets jaunes. Et qu'il voit bien carburant, 100 € par an. J'entends bien, mais c'est évidemment, mais c'est la démarche qui consiste à dire on va continuer à faire attention ou à montrer que l'on fait attention à cette catégorie de la population parce qu'on sait le niveau de colère. La grande qualité d'Emmanuel Macron, ça ne peut pas lui enlever, c'est sa capacité de faire un diagnostic. Voilà, c'est donc de ce point de vue-là, il a toujours été très bon dans le diagnostic. D'ailleurs, pour cette raison qu'il est président de la République. Il a bien diagnostiqué la situation en 2017. Le problème, c'est que la France n'est pas un colloque, voilà, et qu'ensuite il faut être capable de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui répondent aux besoins des gens. Et c'est vrai que on parle des grands groupes, on parle des surprofits, on parle de tout cela, mais la réalité, par exemple, des petits entrepreneurs, c'est le délai de paiement, le rapport aux banques, qu'est-ce qu'on fait avec les normes publiques qui empêchent d'avoir une bonne idée, et cela, ça augmente cette colère et ça fait qu'on a cette tension permanente dans la société où ça craque effectivement de partout. Mais c'est pour ça que est-ce que c'était pas un petit peu maladroit de commencer son intervention par qu'est-ce qu'on est bon, on a reçu le roi, on a reçu le pape, mais il est dans son système, il est dans son écosystème. Je disais hier, le type qui repose ou la femme qui repose son paquet de pâtes à la caisse, oui, c'est peut-être populiste de dire ça, mais ils se sentent pas concernés. Moi, j'ai vu des gens hier qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Oui, d'accord, c'est bien, mais ça nous concerne pas. Pour ma part, il a eu un verbe maladroit, et là, juste pour revenir sur les éléments de langage, je n'ose pas imaginer qu'un seul communicant ait pu lui suggérer ce verbe. Il a commencé par dire « je félicite les Français ». Non, il peut féliciter les forces de l'ordre, il peut féliciter les organisateurs. Les Français, ils n'ont absolument rien à voir avec l'organisation de tout ce qui se passe. J'ai trouvé ce verbe très maladroit. Coup de gueule, Frédéric Fougerat. Je viens avec un coup de gueule aujourd'hui pour me faire des amis. Moi, je préfère les coups de cœur. C'est pas pour fuir d'ailleurs les inimitiés, mais aujourd'hui, vous allez voir, je vais me faire des amis. Mon coup de gueule, il porte sur l'annonce faite hier, je crois que c'est sur votre antenne d'ailleurs, du report de l'examen du texte de loi sur la fin de vie. Alors, je n'ai aucun avis sur le sujet, en réalité. Je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas la prétention d'avoir un avis sur tout, et je n'ai pas d'avis parce que c'est extrêmement intime et personnel, et aussi parce que je ne suis pas guidé par une philosophie religieuse qui peut avoir un impact fort sur ce sujet, et elle en a. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point la République est beaucoup moins laïque sur ce type de sujet. Donc finalement, on est laïque un peu aussi quand ça nous arrange. Au passage, j'ai aussi le sentiment que les religions s'entendent très bien sur certains sujets, comme quoi c'est possible. Non, mon coup de gueule, il est plutôt sur le couac de communication gouvernementale ou politique. Alors je comprends que le sujet il est très lourd, il est chargé d'émotions, mais alors à ce moment-là, il fallait pas l'ouvrir. C'est un sujet de plus où notre société est incapable de décider, alors que gouverner, c'est décider. Donc résultat, on dit qu'on reporte à 2024, probablement qu'on reporte sine die. Un sujet du coup qui va rester ouvert comme une plaie, où les pour et les contre vont pouvoir se quereller à l'envi.
Donc voilà, je trouve ça assez irresponsable. Et puis au passage, ceux qui ont les moyens n'ont qu'à franchir la frontière suisse pour aller mettre fin à leur vie s'ils le souhaitent. Ouais. Donc voilà, on ouvre un débat, on le referme, on laisse des gens qui sont en attente, en espérance, on crée des querelles, on crée des oppositions. Je trouve ça assez irresponsable. C'était mon coup de gueule du jour. Oui, le projet de loi sur la fin de vie donc, devrait être débattu au Parlement l'année prochaine. C'est ce qu'a dit effectivement hier Franck Riester, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Il devrait recevoir un projet d'ici la fin de l'été, etc. etc. Et derrière ces conditionnels, on comprend bien que c'est... je passe le plat pour les suivants. Ouais, délai supplémentaire évoquant une avancée importante d'ici la fin du mois de septembre. Donc attendons, mais c'est vrai que c'est un débat qui avait été annoncé par le président de la République, Michael Darmon, et visiblement il sent que ça tiraille un petit peu. Oui, c'est trop compliqué de faire passer, de poser ces sujets sur la table, sachant qu'il y a des textes évidemment déjà qui tentent beaucoup la société, en particulier le texte immigration qui va arriver, qui devrait arriver, apparemment en novembre si le calendrier est respecté. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de ces reports et ces engorgements. Ça n'est pas aussi uniquement au fond lié à une mauvaise volonté, c'est aussi la conséquence de l'hypercentralisation de la pratique politique du régime et la façon dont ça se passe avec l'exécutif d'Emmanuel Macron, où tout est décidé quand même à l'Élysée, hein, malgré les éléments de langage habituels sur les concertations et les consultations et les prises en compte. Tout est décidé à l'Élysée et donc ça doit arriver forcément sur un seul bureau et ça prend du temps à chaque fois, et on sait qu'il y a de grandes difficultés dans tous les registres, dans tous les départements du jeu, comme on dit, on sait que les prises de décision sont très longues. Les nominations prennent beaucoup de temps. Les décisions sont sans arrêt reportées. Mais ça, c'est constitutif du mode de fonctionnement de cet exécutif depuis 2017. Petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler des complémentaires santé. Ça nous concerne. Ça vous concerne justement, et de plus en plus de retraités vont voir leur prime augmenter, enfin leur contrat de complémentaire augmenter. Ça va devenir très compliqué de se faire soigner. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec vous pour commenter l'actualité, des coups de gueule qui sont dans l'actualité aujourd'hui, la fin de vie avec vous, Frédéric Fougera. Et Geneviève, vous vouliez revenir sur la hausse des complémentaires santé. C'est une étude de meilleur taux assurance. La cotisation annuelle pour un couple de 60 ans en garantie renforcée est supérieure à 3 000 € et ça pourrait augmenter encore en 2024. Absolument. Pour un couple, donc c'est de 60 ans, c'est 250 € par mois. Pour un couple de 70 ans, c'est 300 € par mois. Parlez bien dans le micro. Oui, pour un couple de 70 ans, c'est 300 € par mois. Si vous rapportez ça au niveau moyen de la retraite en France, qui est de 1 366 € en 2023, la retraite d'une personne qui gagne 1 500 € par mois va être de 1 031 €. Vous vous dites, mais en fait, on fait comment pour se soigner dans ce pays ? Sachant qu'il y a une très grande différence entre les régions. C'est vrai que quand vous êtes en milieu rural, c'est plus facile qu'à Paris ou en PACA, où l'augmentation, la hausse est de plus de 8,5% cette année. Alors, tout ça, c'est lié bien sûr au vieillissement de la population, mais donc ça signifie que plus la population va vieillir, plus la population française va avoir du mal à se soigner. On est quand même la 7e puissance mondiale, on reste la 7e puissance mondiale. Il y a des explications à ça, l'impact sur les complémentaires santé de la prise en charge 100% des prothèses dentaires, auditives, etc., des lunettes, désormais. Mais quand même, en fait, on fait comment ? J'ai envie de demander, on fait comment ? On fait pas. Donc ça signifie que des personnes vont être de moins en moins bien soignées. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution. Vous allez devoir effectivement renoncer à vos garanties, prendre des garanties minimales.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si j'avais la solution? Je pense que peut-être que j'aurais d'autres occupations, mais Geneviève l'a rappelé. En fait, c'est la conséquence directe du plan 100% santé. Je pense que c'est une fabuleuse mesure quand même d'avoir prévu ce reste à charge zéro pour les dépenses optiques, dentaires et auditives, parce que est-ce qu'on peut laisser des gens ne pas pouvoir se soigner les dents? Je ne vais pas faire référence aux 100 dents de François Hollande, mais donc ça c'est effectivement une très bonne mesure. Mais face à une mesure, il y a qui paie, et en fait, ce n'est pas l'État qui a pris la grosse partie de cette nouvelle charge. Et de toute façon, s'il l'avait prise, qui aurait payé? Il aurait bien fallu aussi trouver les financements. Non, ça porte sur les complémentaires. Comment les complémentaires s'y retrouvent? Il faut qu'elles augmentent leurs tarifs. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une santé correcte dans notre pays ou pas? Maintenant, la solution, Valérie, vous me posez la question, mais j'ai pas la réponse. Parce qu'il y a cette hausse, mais il y a aussi la pénurie de médecins, la pénurie aujourd'hui. Et de médicaments. Et de médicaments, ça c'est aussi un sujet en plus, mais aujourd'hui, pour trouver un dermatologue, pour trouver un ophtalmo, c'est médecin traitant à Paris. Même pas à Paris, c'est un de nos débatteurs, j'ai oublié son nom, qui a déménagé de Perpignan à Toulouse et qui cherche un médecin traitant. Il n'y a pas. Ils ne trouvent pas, ils sont à la retraite, ils ne prêtent pas de nouveaux patients. Donc au-delà de la complémentaire, se pose quand même toute la question de l'organisation du système des soins. Ce sujet des complémentaires vient s'ajouter effectivement au problème des déserts médicaux, puisque l'ensemble, la plupart des décideurs politiques nationaux vivent à Paris. À Paris, on peut être encore bien logé pour ce qui est des spécialistes et avoir un médecin généraliste. Donc, on peut aller voir l'ophtalmo, voir le dentiste, et c'est pas toujours évident, mais on peut avoir des rendez-vous plus rapidement que dans d'autres zones du pays. On le sait, dans d'autres métropoles et en dehors des métropoles, surtout dans les villes moyennes, et je pense aussi aux villages, il devient très compliqué de se faire soigner. Et donc, il y a effectivement le sujet des mutuelles, mais simplement d'aller voir un médecin, d'avoir rendez-vous avec un ophtalmo, d'avoir rendez-vous avec un dentiste, de pouvoir voir une sage-femme. Tout ça, ça devient extrêmement compliqué pour de nombreux Français. Et on parlait tout à l'heure de budget. Effectivement, l'État doit faire un choix. Moi, ce que je regrette quand on entend Emmanuel Macron, comme on a pu l'entendre lors de son allocution, c'est qu'en fait, on ne le voit pas comme un stratège, alors qu'il a la possibilité de dire on met la priorité sur ça et il y a d'autres choses qu'on coupe. Alors, on en a parlé pendant la campagne présidentielle avec Reconquête. C'était très clair, il y a plein d'aides qu'on peut couper pour tout ce qui est étranger. On peut faire en sorte que l'immigration coûte. Il n'y a pas que l'immigration, mais l'immigration coûte extrêmement cher. Et en plus de ça, il y a la bureaucratie. Ça fait des années que la France devient une bureaucratie. On le sait, avec alors sans forcément très bien fonctionner par ailleurs. On parlait du cas de la SNCF tout à l'heure. Le fait est qu'il y a des économies à faire. Et on a l'impression que l'État tarde à faire ces économies. Effectivement, tout de suite, il est très difficile pour le gouvernement d'agir sur le pouvoir d'achat, immédiatement. C'est très difficile. En revanche, le rôle du gouvernement et le rôle d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que pour les années à venir, typiquement, on arrête de payer l'électricité aussi cher. Là, Emmanuel Macron, il a la possibilité de sortir du marché européen de l'électricité. Il a la possibilité de prendre des décisions stratégiques et on manque de ce genre de décisions. On attend pourtant du président qu'il prenne ces décisions. Mais là, sur les complémentaires santé, très précisément, on se retrouve face à une situation qui est inextricable. Oui, parce que on l'a bien vu, l'État n'a pas d'argent. Ouais. Donc, il y a eu un effet, il y a eu une annonce, il y a eu effectivement une volonté politique de le faire, un volontarisme, ça a été posé. De ce point de vue-là, c'est important et c'est bien. Après, la question derrière, c'est qui paye et la logistique suivra. Et donc, en fait, on a balancé ça sur d'autres institutions et d'autres instances pour pouvoir payer. C'est au fond, c'est effectivement toute la question du mode de fonctionnement de ce système de santé qui ferait partie, qui devrait faire partie des grands chantiers à remettre à plat, bien évidemment à l'occasion d'une élection présidentielle, parce que là au fond tout est verrouillé et tout restera comme ça pendant 4 ans, rien ne changera, faut pas se leurrer. On voit bien que c'est la gestion maintenant au petit trimestre, on va dire. Et surtout quand on n'a pas de majorité. Et surtout quand on n'a pas de majorité. Donc de ce point de vue-là, on va rester dans cet entre-deux, dans cette insatisfaction, des bonnes volontés reportées, parce que tout cela se remettra à plat pour 2027. Mais bien évidemment, le système de santé, la façon dont les Français
et en bénéficient et en pâtissent en même temps, devra faire partie de ce débat. Oui, mais je ne vois pas bien, effectivement. Un auditeur me dit la prise en charge à 100%, c'est un leurre sur les lunettes et les prothèses auditives. C'est-à-dire que ce sont des produits assez bas de gamme qui sont proposés. Et puis, il y a des questions autour de la CMU aussi. Pourquoi est-ce que ce sont les étrangers qui en profitent aussi largement? Bon. Et l'AME, concrètement. Oui, l'AME à l'hôpital qui coûte une fortune aux Français. Ouais. Parfois, j'entends dire que c'est anecdotique, mais c'est pas anecdotique, c'est plus d'1 milliard. Le calcul dit que c'est entre 1 et 2 milliards par an, mais c'est énorme, cet argent. Et pendant ce temps, effectivement, il y a des Français qui, eux, doivent payer, et des Français qui n'ont pas de complémentaire, encore plus cher. Non, mais attendez, si vous travaillez en France et si vous êtes intégré en France, c'est normal que vous bénéficiez des soins médicaux au même titre que les Français. L'AME, c'est pour les clandestins. L'AME, c'est pour les clandestins, n'importe qui peut venir. Je parlais de la CMU. Mais par exemple, pour l'AME, ça peut être une dialyse, c'est 60 000 euros par an. Même si c'est pas anecdotique, évidemment pas, ça n'est pas non plus au regard de la puissance financière de la France, ça n'est pas un poids considérable. Et une fois de plus, ça n'est pas non plus, je dirais, en faisant l'alpha du problème avec les étrangers, l'alpha et l'oméga des solutions françaises que, les solutions arriveront et que deux, il y aura une possibilité de rassembler les Français autour de cette question. Ça compte quand même, notamment en termes de justice sociale. On voit bien que de toute façon, même si effectivement toute la réflexion a été organisée autour de la campagne présidentielle avec votre parti autour de ce sujet, on voit bien le résultat que ça a donné, donc bien évidemment, ça n'est pas suffisant. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler du RSA. Faut-il le conditionner à des heures de travail? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Beaucoup de sujets encore, on n'aura pas le temps de tout traiter. Frédéric, vous vouliez qu'on parle de la ministre des Sports qui a annoncé hier l'interdiction du voile pour la délégation française. La France est attachée à un régime de laïcité strict et donc vous trouvez que c'est une bonne chose? Non, j'ai pas encore donné mon avis. Non, mais moi j'ai envie d'en refaire encore un coup de gueule sur notre hypocrisie à aborder les sujets et à les aborder sous des angles qui nous arrangent le jour où ça nous arrange. Que dit le CIO dans sa charte? Il dit aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée sur un site olympique. Ok, mais bon, comme ça ne l'arrange pas, et comme ces règles elles sont aussi faites de la somme des règles des différentes fédérations internationales, on décide que finalement le voile ce n'est pas une manifestation cultuelle, mais une manifestation culturelle. Donc nous en France, on a une position différente et on pense que c'est cultuel et non pas que c'est culturel. Mais quand notre ministre des Sports prend ce type de décision, donc déjà ça veut dire que sur les sites olympiques, il y aura donc des femmes pratiquantes musulmanes qui seront voilées, d'autres qui ne le seront pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je pense qu'on est ridicule. Mais avant de faire ce genre de déclaration, est-ce que notre ministre des Sports, elle va voir si la loi elle est appliquée sur les Champs-Élysées quand on voit des femmes intégralement voilées, ce qui ça est illégal, alors que le fait de porter un simple voile c'est légal? Est-ce que ça nous dérange? Non. Donc il y a les policiers, voire qui les accompagnent, qui les protègent. Donc on est dans quelle société d'hypocrisie totale? Vous voulez parler de touristes là? C'est autorisé. De touristes du golf. De touristes. Oui. C'est l'espace public. Avant les femmes sur les Champs-Élysées où je vais de temps en temps, où j'ai pas vu beaucoup de femmes entièrement voilées. Par contre, dans certains quartiers de Paris, vous avez des femmes avec des gants noirs et un voile sur les yeux et elles circulent librement dans l'espace et ça, c'est strictement interdit. Valérie, vous en avez dans tous les quartiers, mais je prenais à dessein l'exemple des Champs-Élysées parce que là, effectivement, ce sont des personnes que nous n'avons pas envie de contrarier parce qu'elles viennent dépenser leur argent. Parce que comme le dit Geneviève, ce sont des riches touristes. Mais non, mais la loi s'applique à qui? Elle s'applique à tout le monde. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Non, mais le visage entièrement voilé. Le voile n'est pas effectivement interdit, mais pourquoi le serait-il dans des manifestations sportives? Et en tout cas, pourquoi le serait-il si on autorise si on laisse passer des choses qui sont illégales? À ce moment-là, il faut interdire. Vous voulez interdire le voile partout? Non, je veux qu'on respecte la loi et qu'on s'y tienne, qu'on soit cohérent par rapport à une loi qu'on applique que quand elle nous arrange. Je sais pas. Mais c'est un sujet central. Effectivement, si le voile intégral est interdit et il est interdit, il faut que la loi soit appliquée. Comment voulez-vous que les Français aient confiance en la justice et en la loi si on a une multiplication des lois et qu'elles ne sont jamais appliquées? Et on peut aussi comprendre les Français quand ils se disent bon, il y aura encore une loi sur l'immigration et qu'est-ce qu'elle va donner? Elle donnera rien, même si elle est dure. Alors on peut échanger énormément de choses sur l'immigration et sur plein d'autres sujets, mais il faut que derrière les lois soient appliquées et elles ne sont pas appliquées.
Oui, mais là, on ne parle pas du voile intégral dans le sport. Je suis bien d'accord, c'est juste pour relever l'hypocrisie. C'est le simple voile est autorisé en France, il est autorisé dans la rue. Alors je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas autorisé dans le sport. Alors en plus, en l'occurrence, le CIO l'autorise. Vous l'avez dit, oui. Mais à côté de ça, on laisse passer le port de tenues qui sont absolument illégales dans notre pays. Donc quelle est la cohérence et comment une ministre peut venir soutenir un sujet alors que la loi n'est même pas respectée dans le pays dont elle est membre du gouvernement. Il y a effectivement un problème de cohérence, puisqu'au sein même des fédérations sportives en France, vous avez des règles différentes qui s'appliquent. Pour le football, il y a eu cette décision du Conseil d'État après le recours des hijabeuses, qui l'a interdit. Donc c'est interdit dans le foot, c'est interdit dans le basket. En revanche, c'est autorisé dans le rugby, c'est autorisé pour le hand. C'est autorisé dans l'espace public. Là, on parle de sport. Oui. Allez, Michael. Oui, c'est en fait une question de cohérence, parce qu'en fait, c'est un message à envoyer aux fédérations, effectivement, pour pouvoir dire, sachant que les JO seront aussi un moment de rencontre avec d'autres cultures et d'autres modes de fonctionnement, et de ce point de vue-là, il y aura peut-être des confrontations avec le modèle français. Donc il y a un besoin de réaffirmer cela du point de vue de la ministre. Bon, ça évidemment ne réglera pas le problème. Je voudrais qu'on parle du RSA. Vous savez que les députés examinent le conditionnement du RSA à des heures d'activité. L'objectif, c'est de réduire le chômage. Il y a eu des tests qui sont faits dans différentes régions. Visiblement, la loi n'est déjà même pas appliquée. On parlait de loi non appliquée, c'est-à-dire que ce n'est pas respecté déjà dans ces zones tests. Et hier, il y a eu une polémique, donc. On peut reparler de ce député qui a évoqué le fait qu'une femme au foyer ne devrait pas être soumise à ses heures de travail, et il y a eu évidemment une levée de bouclier. Suite à cela, je vous propose de l'écouter. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants plutôt... oui, mais bien sûr. N'en déplaise à mes collègues, plutôt que, si elle le souhaite, il vaut mieux qu'elle reste à la maison à s'occuper de ses enfants, si elle le souhaite, plutôt qu'elle aille chercher, plutôt que vous l'envoyez dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité. Voilà, donc ça pose plusieurs questions, peut-être, Michael. Ça pose en fait, évidemment par la mauvaise entrée, par le mauvais émetteur, par le mauvais sujet, mais ça pose la vraie question. Je dis son nom, Jocelyn de Signy, qui est député Rassemblement National. Mais en réalité, il pose une vraie question sur effectivement le niveau d'activité. Alors là, c'est évidemment, ça réagit parce qu'on réagit, et il y a eu la fameuse polémique, qui va durer quelques heures, parce que il s'agit d'un membre du RN. Mais dans son dernier livre, je crois que c'est son dernier livre, Yuval Harari explique que la génération des inutiles, comme il appelle, impactée par l'intelligence artificielle qui va mettre sur le carreau des centaines et des centaines et milliers de personnes, devra reconsidérer de nouveaux métiers, et que peut-être faudra-t-il penser à rémunérer les parents lorsqu'ils gardent des enfants, que peut-être faudra-t-il penser à généraliser le système universel d'allocation, ou peut-être un salaire minimum, parce qu'on aura des gens qu'il faudra continuer à maintenir en vie alors qu'on n'aura aucun travail à leur donner. Et de ce point de vue-là, c'est la vraie question. Ouais. Que l'on commence déjà à voir pointer. Vous voyez bien les bouleversements et les traumatismes liés à l'installation en puissance de l'IA. Mais au-delà de ça, il pose la question du salaire familial. Mais ça, c'est normal, c'est son métier. Il est payé pour ça, c'est sa famille politique. Pourquoi une femme qui garde ses enfants toucherait le RSA ? C'est la question. Parce que peut-être, indépendamment de l'idéologie sous-tendue là par la politique nataliste de l'extrême droite, on va dire, mais en fait on s'en fout. La réalité, c'est que le vrai sujet, il est que bientôt il faudra peut-être donner des salaires à des gens dont on n'imagine même pas qu'il faut donner des salaires. Ouais. Enfin, ça ne s'appelle pas des salaires dans ce cas-là. C'est des indemnités. Ce sont des salaires universels. Alors, Samuel, l'essentiel déjà, c'est qu'on puisse se poser des questions. C'est très bien. Si on ne se pose pas la question, on n'aura pas de réponse. Le fait est qu'à mon avis, il y a deux thèmes. Il y a le travail et il y a également le pouvoir d'achat. Puisque aujourd'hui, si la plupart des gens sont obligés de travailler, ils n'ont pas la liberté de travailler, ils sont obligés de travailler, c'est parce qu'ils ont besoin pour vivre. On se rappelle quand même qu'il y a quelques décennies, un salaire, dans un foyer, un salaire suffisait
pour faire vivre toute la famille. Parce que qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat ? En fait, c'est le revenu face aux dépenses obligatoires. Et on sait que le pouvoir d'achat en France a baissé ces dernières années. Ce qui est dit là dans l'allocution qu'on a entendue, c'est que on devrait avoir la liberté de travailler ou de rester à la maison pour ceux qui veulent rester à la maison, que ce soit l'homme ou la femme par ailleurs. Et je pense que malheureusement, on parle trop peu du sujet qui est central, c'est celui du pouvoir d'achat. Puisque maintenant, les deux sont souvent obligés de travailler, la femme et l'homme dans la plupart des couples, pour subvenir aux besoins de la famille, et que ça va aller en s'empirant, puisque même en travaillant tous les deux, ils n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins, pour se projeter dans l'avenir, pour faire des achats. On parle aussi du sujet du logement, où en fait ça devient de plus en plus compliqué pour de nombreuses familles, soit de payer leur loyer, soit effectivement en plus d'acheter. Et sur la partie du travail, effectivement, peut-être qu'il y aura des gens qui n'auront pas de travail plus tard, on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas si à cause de l'intelligence artificielle ou à cause d'autres innovations, il n'y aura pas de travail. Pour l'instant, on ne sait pas, on peut faire de la prospective. Ce qui est en revanche certain, c'est que là, on a une partie des personnes en France qui, sur le territoire national, qui ne travaillent pas, qui touchent le RSA ou d'autres aides, et dont on se demande si elles veulent contribuer à l'effort national. Est-ce qu'elles vont retourner dans l'emploi ? On peut passer par la loi, en disant on va obliger telle ou telle personne. Honnêtement, pour l'instant, ce qu'a présenté le gouvernement, ça fait très gadget et il n'y a personne qui le soutient. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas cette envie, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Si ces personnes ne touchent pas le RSA, qu'elles arrêtent de toucher le RSA, elles vont toucher d'autres aides. Donc c'est au-delà même du problème légal, de la question de la loi, c'est est-ce que ces gens vont avoir envie d'aller au boulot, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes aient envie de travailler ? Oui, mais c'est pas envie, c'est est-ce qu'on parle d'envie ? On est obligé de travailler. Non, bien sûr. Non, mais sauf que le système d'aide actuel fait qu'une partie de ces personnes n'y retournent pas parce qu'elles disent qu'elles vont être aidées par. Mais le but, c'est ça. Donc vous êtes d'accord avec le conditionnement d'heures de travail en échange du RSA ? Je pense que ça fait gadget et que ce ne sera pas appliqué. Oui, mais c'est une bonne mesure. Pour lutter contre le chômage et pour réinsérer. Je pose la question, hein, j'ai pas de. Mais sur le principe, c'est certainement une bonne mesure. Il y a quelques instants, on parlait des lourdeurs administratives et des strates d'organisation. Et combien de centaines ou de milliers de personnes il va falloir employer pour organiser, pour contrôler, pour suivre, pour sanctionner. C'est assez illusoire en réalité. Donc oui, peut-être que philosophiquement, c'est intéressant. S'il s'agit bien de permettre aux gens de se remettre au boulot, de retrouver une dynamique, de les remotiver. C'est pas forcément une très bonne idée s'il s'agit aussi d'avoir des emplois sous-payés pour les collectivités ou pour les associations, ce qui va encore créer des disparités de revenus entre les personnes. Je pense juste qu'au-delà de la supposée bonne idée, c'est une lourdeur extrême qui ne peut pas fonctionner. Ouais, les activités aujourd'hui demandées dans le contrat du RSA sont des activités de formation, de stage en entreprise, de coaching à suivre, de la lutte contre une addiction, l'obtention du permis de conduire, jusqu'à des contrats aidés. Donc c'est très très large, effectivement. C'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée que face à une indemnité, il y a quelque chose de donné à la société d'une manière ou d'une autre. Après, concernant la femme au foyer, peut-être mieux à la maison, vous disiez, ça pose la question du travail et du pouvoir d'achat. Ça pose aussi la question de la place de la femme dans notre société et de l'éventuelle remise en question des droits des femmes. Parce que certes, ça peut être l'homme. Non, mais certes, ça peut être le parent au foyer, mais on sait très bien, ne nous voilons pas la face les uns et les autres, que c'est quand même plutôt la femme qui reste au foyer, élever ses enfants. Donc on peut dire effectivement, Marine Le Pen en 2012, parlait de revenus parental, mais changer de vie, c'est formidable. À 80% dès le deuxième enfant, 80% du SMIC dès le deuxième enfant. On sait très bien que derrière ces mots, en fait, c'est une vision rétrograde du couple et rétrograde de la place de la femme dans la société. En tout cas, moi, je le vois comme ça, donc je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui, vous n'êtes avec ce propos, mais moi, c'est plus sur un RSA pour une femme qui décide de rester au foyer. Ça pose cette question du salaire. Vous savez, on parlait de natalité tout à l'heure. On va voir d'autres pays prendre des décisions, notamment en Europe. Il y a des pays qui sont plus mal situés que nous en termes de natalité, notamment l'Italie. Il y aura certainement des décisions au choc qui vont être prises dans les années à venir. Ce sera peut-être des salaires, ce sera peut-être de la défiscalisation. Je pense notamment à la Hongrie qui a annoncé ça. On verra si ce sera fait au bout de 2 ou 3 enfants, je ne sais plus exactement. Qui promet de plus avoir d'impôt sur le revenu au bout d'un certain moment. Quand les pays vont avoir besoin de natalité, eh bien, les moyens seront mis en face, soit en donnant de l'argent, soit en défiscalisant.
Une auditrice me dit il y a du travail partout, arrêter ou diminuer les aides et ils trouveront et surtout accepteront avec un véritable plein emploi, les entreprises pourront les payer plus. Et on a un autre auditeur qui nous dit les bourgeois qui parlent des plus démunis, un vrai bonheur. Vous connaissez pas nos vies, vous connaissez pas nos entourages, vous connaissez pas nos amis. Enfin voilà, on peut être aussi dans sa vie confronté à des gens qui sont au RSA, qui galèrent et voilà. Et qui voient tout augmenter et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Absolument. Vous voulez qu'on évoque éventuellement Macron, l'écolo, ou on s'en fout. Qu'est-ce que les Français entendent à ce discours justement d'Emmanuel Macron, Michaël Darmon, sur la nécessité de prendre à bras le corps la rénovation, enfin la réforme écologique. Il faut se hâter lentement. Ouais. Il n'en fait pas assez, selon vous? Oui, non, mais il n'en fait pas assez. Déjà, par rapport à d'où il vient, il en fait beaucoup. Ouais. Il faut quand même pas oublier qu'il n'avait aucune espèce d'intérêt, d'affinité et d'attention pour ce sujet lorsqu'il arrive à l'Élysée. C'est quelqu'un qui vient du monde de l'industrie, c'est quelqu'un qui aime les années 70, la bagnole. Qui aime la bagnole. Dès qu'il peut, il fait cette référence à la bagnole, à la DS, à ces années 70 qui, au fond, sont un peu son imaginaire et son schéma de fonctionnement. Il est venu par nécessité. Donc déjà, le chemin qui est fait est considérable. Et au fond, ça n'est pas vers lui qu'il faut regarder pour pouvoir mesurer les chemins. Tout l'écosystème public de l'entreprise, de la finance est converti déjà. Vous avez un énorme département, par exemple, à la Caisse des dépôts, dont le travail est de verdir la finance. Il n'y a plus un seul investissement qui est fait ou autorisé s'il n'est pas dans les contreparties aujourd'hui qui correspondent aux enjeux. Donc ça n'est pas la parole du président de la République monarque qui va nous donner, au fond, le véritable baromètre de la transition qui est déjà engagé à bien des niveaux et qui n'a pas attendu les impulsions présidentielles pour le faire. Oui. Non, moi je trouve que c'est un cap qui est positif, c'est des moyens qui sont mis en face du cap, c'est la volonté d'une forme d'exemplarité. Oui, quand même, 7 milliards, voilà. Non, il y a parce qu'effectivement, même si c'est pas Macron qui fait, c'est Macron qui peut impulser quelque chose, et je pense que le président de la République l'impulse, et on voit plutôt intéressant. Il y a beaucoup de questions, sa démonstration. Moi, je pense que c'est beaucoup de com. On se rappelle aussi de l'Emmanuel Macron, je vais dire anti-nucléaire, en tout cas pas très porté sur le nucléaire. Cartonner sa veste, le choix, tant mieux sur ce sujet-là, d'autant que les Français soutiennent largement le nucléaire. Mais heureusement qu'il a changé d'avis sur le sujet. Le fait est que aujourd'hui en France, si on veut faire de l'écologie, Emmanuel Macron, il faut qu'il pousse le nucléaire à fond. Sinon, on fait comme les Allemands, ce que je ne souhaite pas, c'est-à-dire des usines à gaz, des usines à charbon, qui polluent énormément. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. Très bonne journée. À demain.